une marque comme celle-ci, cette crème excellence, et plus globalement tout le travail d'Elévire, a mis entre guillemets la main sur soutenir ces pâtissiers, ces boulangers. Et ils vont vers où tous ces gens-là, les personnes qu'on va rencontrer? En fait, le but d'Elévir, c'est pas seulement de vendre de la crème ou du beurre, c'est vraiment d'incarner quelque chose, d'incarner le service et une expérience d'une marque. Et on a créé depuis plusieurs années, je pense qu'on a été assez pionniers dans l'univers des produits laitiers, de créer un service de chef d'accompagnement, incarné par Nicolas, Maxime et également une équipe côté cuisine, qui s'appelle la Maison de l'Excellence Aventia. Donc en fait, on forme des chefs, on accompagne des chefs, on les inspire. On est vraiment un soutien à l'inspiration, à la carte. Un problème technique, Maxime, il appelle un chef, il répond à un problème de laminoir, de beurre. Donc c'est vraiment ce petit plus qui fait qu'on passe d'une relation fournisseur-client à vraiment une relation humaine plus avec ses artisans et ses chefs. Alors, si vous écoutez notre petit moment, vous pourrez goûter. Voilà. Donc, si vous restez, je vous fais goûter. Sinon, vous ne goûtez pas. C'est un peu le principe pour pouvoir garder les personnes avec nous. Alors, je vais vous présenter. Merci Joël d'être avec nous. Meilleur ouvrier de France boulanger en 2004. Artisan boulanger chez Boulangerie Baptiste. Je vous laisse prendre le micro et bien proche. Joël, on parlait tout à l'heure en introduction de nouvelles boulangeries. On parle de tourage maintenant. Je ne dis pas qu'on n'en parlait pas auparavant, mais maintenant on voit même beaucoup d'émissions qui sont là-dessus. On parle de viennoiserie. Même des magasins typés à Paris, par exemple, ils ne font qu'un seul monoproduit qui est la Babka. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? On va commencer par la viennoiserie. Alors, au niveau de la viennoiserie, il y a un regain du consommateur d'avoir des produits de qualité, d'avoir des produits qui conservent, mais surtout une traçabilité des produits. D'avoir un beurre AOP, ça leur parle. D'avoir des farines label rouge, et puis le bio aussi qui a pris une belle part du marché dans les approvisionnements en matières premières. Alors tiens, vous allez commenter le travail de votre ami, parce qu'en plus, c'est important que vous n'êtes pas vus tous les deux. Là, dans ce qui a été apporté, et merci Maxime, je vais vous présenter aussi, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans ces très très belles créations qui peut-être étaient moins, entre guillemets, passe-moi l'expression, à la mode auparavant? Alors, disons qu'avant, on était plus sur de la consommation de masse. Hein. Les gens étaient sur des produits plus à se nourrir. Aujourd'hui, on est plus sur du produit de raffinement, de produits de qualité. On va manger moins, mais de meilleure qualité. Que ce soit bon aussi pour la santé. C'est-à-dire que malgré... Alors, moi, je vais mettre mal avec personne, hein, mais c'est vrai qu'on a aussi des chaînes, on a des gens qui font des choses. Le beurre de très bonne qualité n'est pas présent dans toutes les viennoiseries. On a vu arriver différents produits qui sont arrivés et qui ont à un moment fait du mal à votre métier. Tout commence par le beurre et la crème en pâtisserie. C'est un des éléments qui fait que c'est un bon parti pris. Bien sûr, hein, de toute façon, on le voit. Hein. Dernièrement encore, j'ai eu des tests pour une école. Le beurre, bien sûr, aura une influence sur le goût. La provenance, la qualité du beurre donnera un produit final d'excellence. Alors, on va donner le micro justement à Maxime. Présentez-nous ce que vous avez amené, et puis bien sûr avec votre chef. Mais voilà, on donne aux jeunes, c'est la transmission, Institut Paul Bocuse. Alors, pour commencer, vous avez une viennoiserie autour de la pistache. Donc, on a fait une pâte d'amande aromatisée à la pistache qui est tressée à 4 branches en forme de petits paniers, donc avec un caramel pistache, des éclats de pistache par au-dessus pour bien... Ah non, mais ça, voilà. Jamais comme... je vais donner mon micro effectivement à Nicolas. Ce tressage, il est magnifique. Oui, c'est une viennoiserie qu'on a mis au point pour le salon avec Max. Et donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu de travail dessus, mais ça donne un résultat assez intéressant. Ça donne un résultat assez intéressant. Et là, on est vraiment avec un croustillant. On va avoir le goût du beurre dans la pâte et on a vraiment après le goût de la pistache. Donc, on est sur deux goûts et c'est vraiment très impactant. Et c'est à mon avis ce qui est intéressant dans une viennoiserie, c'est tout de suite à la première bouchée, on a le parfum et c'est sophistiqué par la sélection des produits, mais après quand on la mange, ça doit être facile à déguster. Alors donc ça c'est ce qu'on voit là, hein, en l'occurrence donc cette brioche feuilletée, parce que c'est quand même ça la base. Alors là, on est sur une pâte à croissant, donc Pâte à croissant, pâte à d'accord. croissant classique, mais du coup
Mais tant avec qu'on la reste variante là-dessus, alors je ne pistache. sais pas qui veut prendre la main, et puis bien sûr je vais présenter dans quelques instants Cyril qui est avec nous. C'est la grande mode de la brioche feuilletée qui dépasse très largement maintenant l'univers des pâtissiers. Moi j'en trouve dans beaucoup de jolies tables. Alors bon, parfois ils savent faire, parfois ils ne savent pas faire. C'est vrai que moi si elle est sèche, j'aime pas. Moi j'aime quand c'est plein beurre, moi j'aime quand ça accompagne quelque chose. Pourquoi cette mode de la brioche feuilletée? Qui veut me dire un mot là-dessus? Alors, la brioche Parce que là, feuilletée, depuis 2 ans, alors, on en mange partout. Hein. la brioche feuilletée, ça fait très longtemps que ça existe. Ça a un regain d'activité. Et on le présente tous parce que pour les professionnels, déjà, c'est technique. Donc, nous, on est des passionnés. Donc, on aime faire des produits qui nous donnent, qui permet d'exprimer notre expérience. Mais une bonne brioche feuilletée, c'est quand même 70%, on met 70% de beurre. Hein. Alors, Donc, ça peut être que bon. ça ne peut être que bon. Mais quand même, le tourage, c'est un métier. Je vais vous présenter, merci beaucoup Cyril Yadella d'être avec nous, exécutif pastry chez Chef Boulangerie Pâtisserie L'Essentiel. Ce tourage, ce métier de tourage, c'est du monde du boulanger, c'est du monde du pâtissier, c'est des deux. Eh ben, c'est la chose qu'on se partage. Voilà. Vous êtes malins tous. Hein. Ah non, mais c'est souvent C'est on vrai, associe c'est vrai. les boulangers, les pâtissiers. Et en Ça fait, c'est des m'appelle métiers l'histoire quand du même pâté très croûte. Ouais, différents. mais c'est un peu moi, c'est un peu l'autre aussi. Et notre pont, en fait, en commun, c'est tout ce qui est la viennoiserie, donc le tourage, le travail du tour. C'est vraiment la chose qu'on partage entre les boulangers et les pâtissiers. Le tourage, ça s'apprend comment? Parce que moi, je connais des tas de boulangers qui ont appris un peu comme ça sur le tard et qui après peuvent se former au tourage. Voilà, pourquoi aujourd'hui ce mot qu'on employait en tout cas moins, qu'on connaissait nous, les gens du grand public un peu moins, pourquoi aujourd'hui je trouve des offres d'emploi dans le tourage partout et qu'on se dit qu'aujourd'hui quelqu'un qui connaît les secrets des touriers, c'est comme ça qu'on dit, Oui. trouve du boulot absolument partout aujourd'hui. Pourquoi? Déjà, je pense qu'il y a eu toute une époque, fin des années 90, hein, où les professionnels ont arrêté de faire du tour. Et ils se sont rendus compte en fait qu'on a uniformisé tous nos produits et qu'en fait il n'y avait plus de différence entre tous les artisans entre eux. Et ils sont revenus en arrière, ce qui est une bonne chose. Et en fait, c'est un métier qui est très contraignant, qui est quotidien, rébarbatif. Et en fait, c'est très difficile à faire bien tous les jours. Faire bien une fois, c'est facile, mais faire bien tous les ouais. jours, c'est très Donc compliqué. c'est le problème Et, de la régularité qui fait que voilà, la personne qui fait bien ce métier-là le fait toujours de la même façon, qui a une exécution du geste qui doit être toujours la même. Exactement, c'est ça. Et surtout que là, on est sur une matière vivante, donc c'est une pâte. Et en même temps, on a ce côté matière vivante qui est vraiment la forme du boulanger, l'esprit du boulanger. Et on a la maîtrise technique avec la précision à avoir qui est vraiment dans l'école des pâtissiers. Donc il faut vraiment quelqu'un qui aime les deux en même temps, c'est très difficile. Alors on parle du tourage, c'est qu'une contrainte. Moi j'ai l'impression quand je vois des boulangers ou pâtissiers, on a bien compris que vous partagez les deux, que c'est quand même un vrai plaisir de reprendre ce tour, presque de refaire ses gammes et ses classes. Et à chaque tour, on se rappelle quelque part nos basiques. Je vous donne le micro. Ah, c'est clair que le tourage, c'est un jeu technique pour nous. Et on le voit bien maintenant sur les réseaux sociaux, on montre souvent le tourage final avant cuisson et on voit toutes les couches. Et c'est vrai que pour nous, c'est un jeu technique d'arriver à avoir un beau tourage et derrière à la cuisson d'avoir un très beau feuilleté. Parce qu'il ne faut pas oublier, le tourage, c'est joli, mais c'est le résultat final qui va faire qu'on va avoir une pâte moelleuse et croustillante en même temps. Alors évidemment, il n'est pas là, mais on peut en parler. En tout cas, dans l'image publique, il y a à un moment quelqu'un qui s'appelle Cédric Grolet qui a montré une façon un peu différente, en tout cas avec Instagram, parce que ça colle assez bien, hein, bien évidemment, de montrer que un croissant, un pain au chocolat, on était capable de faire des heures et des heures d'attente pour manger ce croissant, ce pain au chocolat. Et donc, on s'est posé la question, et je sais que Patrick Rougeau connaît bien, en l'occurrence Cédric Grolet, dont on vient de parler à l'instant, que est-ce qu'on a su à un moment payer suffisamment le prix d'un bon croissant? Moi, je me suis posé la question quand j'ai vu donc les créations de Cédric Grolet. Eh bien, tiens, vous tous, il faut arrêter avec les croissants à 1,50 à 2 euros. Allez-y. Kaiser, vous l'avez bien connu, et partout dans le monde entier. Eh bien, c'est pas grave. Si maintenant un croissant, c'est 3 euros parce qu'il y a du tour, parce que c'est du boulot, il n'y a pas de raison que ce soit que le sujet de Cédric Grolet. Vous en pensez quoi, les uns les autres, de ça? Alors, Est-ce que le grand public pourrait y aller?
alors pour moi personnellement, c'est un produit qui doit rester accessible à tout le monde. On est quand même le premier lien social d'un quartier ou d'une ville ou d'un village. Et on se doit de pouvoir offrir, de croiser aussi bien un cadre supérieur qu'un ouvrier du bâtiment. Et c'est vraiment l'endroit où on va tous se réunir. Et si maintenant on a un produit élitiste, je pense qu'on ne répondra pas à nos clients. On a ce devoir à nos clients d'avoir le juste prix. Eh oui, mais le juste prix à 1,20 €, 1,30 €, 1,40 € dans les villes par où il y a un foncier très cher, est-ce que c'est possible vraiment aujourd'hui d'arriver à avoir des produits de qualité à ces prix si bas? Parce que on le voit, on est quand même sur une tendance d'inflation incroyable. Tous les prix sont en train aujourd'hui d'exploser partout. Est-ce que ça sera tenable de garder des prix accessibles et de qualité? De toute façon, on fait nos prix de revient. Le croissant est quand même un indicateur dans une boulangerie. Qu'est-ce qui fait une bonne boulangerie? C'est une bonne baguette et un bon croissant. Parti de là, après le reste, ce n'est que des valeurs ajoutées. Et je pense que le croissant à 1,20 et le pain choc à 1,50, je pense que c'est le prix juste. Et comme tu le disais tout à l'heure... Vous défendez un produit accessible? Oui, parce que quitte à ce que on la est des personne métiers du achète peuple. autre chose. On est des métiers du peuple. Il faut que le boulanger, le pâtissier restent des lieux accessibles. D'accord. Oui, vas-y. C'est clair que ce sont des produits qui doivent rester accessibles. Et après, si on veut faire des choses un peu plus sophistiquées, où on sait qu'on va mettre un petit peu plus de temps, où on va avoir des produits un peu plus chers, ça c'est encore une chose différente. Mais je suis d'accord que la baguette, le croissant, ce sont vraiment des choses qui sont très importantes. Après, oui, c'est clair qu'une viennoiserie comme ça, il y a beaucoup plus de temps de travail qu'un croissant. Elle va être vendue à son juste prix en fonction et des produits et du temps pour la produire. Alors, je reste avec les boulangers, on va aller bien sûr dans la pâtisserie. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre actuellement avec la viennoiserie ce qu'on a vécu il y a quelques années avec la baguette? Moi, je me souviens d'une discussion avec le patron des boulangers, en tout cas votre patron que vous avez élu, Dominique Enract, lorsqu'il y a eu bien le dépôt de la candidature de la baguette à l'UNESCO. C'était un peu le même débat. On peut faire une baguette pas chère et donc qui va devenir être primée pour que ça soit une excellence française. Mais je commence à voir dans beaucoup de boulangeries, ah non, nous on fait du pain de qualité, on ne fait plus de baguettes, on présente du levain, on présente des farines de Camus, de très très jolies choses, mais on ne veut plus faire de baguettes parce que clairement, on ne sait pas faire de la baguette pas chère et de qualité. Est-ce que ce n'est pas un peu le même débat? Alors, vous avez raison en disant qu'on ne peut pas faire une baguette de qualité et pas chère. Parce que devoir des baguettes à 80 centimes, c'est pas possible. Parce qu'une baguette à 80 centimes, on va la payer 3 fois. Une fois chez le consommateur, on va la payer une deuxième fois chez le médecin parce que ça va nous rendre malades, et on va la payer une troisième fois avec nos impôts. Parce que à mettre des saloperies dans la terre pour faire pousser du blé, eh bien, ça va coûter parce qu'il faudra nettoyer toute cette merde. Voilà. Donc, il faut avertir le consommateur qu'une baguette, c'est au moins 1 €, 1,20 €. Prenez du label rouge, CRC de préférence. Mais est-ce que vous comprenez certains de vos confrères qui ne font plus de baguettes parce qu'ils disent, nous, on n'y arrive pas, le client n'est pas assez éduqué, il n'est pas capable de dire qu'une baguette, c'est 1,50 €, sinon c'est pas possible, et qui disent, je vais faire des pains différents parce que moi, mon client, excusez-moi du terme, il n'a pas la culture du pain. Donc, je fais autre chose parce que sur la baguette, je ne vais pas me battre contre les grandes surfaces autour. Et moi, à 1,30 €, je ne joue plus. La baguette, ça reste quand même le produit phare. Et ça doit le rester pour vous? Oui, parce que la baguette, c'est quand même l'emblème de la France. C'est quand même un produit qui se consomme bien. Pour un boulanger, c'est le produit le plus difficile à fabriquer. Pourquoi? Une vraie baguette. Pour comprendre. Parce que c'est sa longueur qui fait que c'est une petite pièce en définitive. Hein. C'est toujours plus facile de travailler des grosses pièces. Pourquoi? Parce qu'il y a du volume. Et la fermentation se fait mieux en volume. Donc de faire des grosses pièces en définitive, alors soyez pas offusqués par ce que je vais dire, mais c'est peut-être plus facile de faire des grosses pièces que faire une baguette. Ah oui, vous partagez ça? Moi, je partage la même chose, le même avis totalement. Ok, c'est étonnant. Après, ce principe de la baguette,
Il y a deux personnes en fait. Il y a les gens qui vont appeler la baguette justement à 80 centimes, et des gens qui ont été habitués à consommer de la baguette comme une tradition. C'était une baguette pour moi. Par exemple, moi j'ai même, pour moi quand je dis baguette, je pense même à tradition. Donc, Donc voilà. pour vous, c'est ça, c'est baguette traditionnelle et quitte à s'éclater dans d'autres types de choses. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un, à votre avis, rentre dans une boulangerie de qualité, pâtisserie de qualité? Vous êtes tous les quatre de cet univers-là. Ils viennent avant tout pour acheter la baguette ou le croissant avec un excellent rapport qualité-prix où on ne peut plus rien tirer, quitte à se faire plaisir sur des jolis pains, sur de la pâtisserie fine. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on doit maintenir le fait que le client va pousser la porte pour entrer? Il vient acheter quoi prioritairement, la baguette ou le croissant ou le pain au chocolat? Il va venir chercher les deux, mais il va venir chercher surtout un accueil aussi. Il ne faut pas oublier aussi l'accueil, le contexte de la boutique. Tout ça, c'est important aussi. On vient pas. Enfin, moi, quand j'ai un client qui franchit la porte, je lui donne pas simplement un produit. Voilà, la baguette, au revoir. Non, on lui pose aussi si c'est quelqu'un du quartier, voilà, vous allez bien, voilà, on pose quelques questions, on s'intéresse à nos clients. Vous insistez beaucoup tous les deux hein, sur cette notion de pôle, de vie, de quartier, que la boulangerie, Mais c'est elle fondamental. anime. Mais Ouais. la boulangerie, c'est un métier simple et ce sont des gens simples et c'est des gens du peuple. Et puis on y va tous les jours. Il n'y a pas beaucoup de magasins où on va tous les jours, voire 2 fois par jour. Oui, et en plus, tout le monde a le souvenir de sa maman qui nous donnait l'argent, le sou pour aller chercher la baguette. Enfin, c'est quelque chose qui est depuis notre enfance. Et c'est vraiment important. Et ce qu'on disait tout à Avec l'heure, les ils moments à cherchent côté, ça, l'accueil faut le dire. et ils cherchent aussi la transparence. C'est-à-dire que c'est un peu comme notre pharmacie, on ne change pas de pharmacie tous les jours. Ben, c'est pareil pour la boulangerie, on a confiance en son boulanger ou en son pâtissier parce qu'on sait qu'il sélectionne, qu'il est rigoureux, qu'il fait attention à nous. Et donc, ben, on y va tous les jours et ça crée des liens, quoi. Alors, deuxième partie de cette conférence, et puis après, vous allez pouvoir goûter les produits. Moi, j'aimerais, Maxime, que l'on parle d'innovation, car on voit, il y a des produits qu'on connaît, qu'on semble connaître, des produits qu'on connaît moins bien. J'aimerais qu'on parle de ce tourage qui est fait. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, avec Nicolas, on a travaillé sur des viennoiseries salées. Ah tiens, Voilà. On est sur une base de pâte à croissant. On a réduit un petit peu Ouais. le sucre, on a augmenté un peu le sel. Et on a sorti toute une collection, 18 apéritwists, comme on les a appelés, différents. Donc c'est là, depuis quand ça que vous faites C'est ça? on a créé ça 2007 2016. 2016, d'accord. Et ça, c'est quoi? C'est presque pour des petits éléments traiteurs d'apéritifs. Les gens mangent ça avec du champagne. Ouais, c'était d'avoir de la viennoiserie à un autre moment de la journée que le petit déjeuner. Et donc, c'était un petit peu la pause, ça peut être l'apéritif. Voilà, c'était le petit moment salé, un peu différent avec du croustillant. Donc, ouais, on a mis ça au point en 2016. Et puis après, on a agrandi la gamme pour en avoir autant, pas loin d'une dizaine de chaque, sucré, salé. Puisqu'on l'a fait aussi en version sucrée pour que ça aille avec le petit déjeuner. Là, vous avez une version sucrée. On a plein de parfums différents. Je vous le dis, vous allez pouvoir goûter, mais moi je vais évidemment goûter et je suis très intéressé par ça parce que vous pensez que ça peut être une nouvelle ligne de tendance, que effectivement le fait d'aller jouer sur le salé peut donner d'autres aspirations, d'autres possibilités. Vous croyez au développement de ce produit-là? Oui, parce que ça change complètement de la traditionnelle quiche, de ce qu'on peut avoir en offre salée. Le snacking en boulangerie est vraiment en train d'augmenter. On a des clients Donc là, qui vous viennent- allez aller sur le marché clairement du sandwich. C'est-à-dire, voilà, j'ai le sandwich d'un côté, le snacking ou autre chose à côté. Oui, c'est-à-dire que je prends ou un sandwich ou une quiche ou autre chose. Tiens, j'ai une offre complémentaire. Exactement. Puis les tailles varient. Là, on a fait une petite taille pour que ça soit facile à manger sur le salon, mais on peut très bien imaginer la même. On peut avoir un plus la gros même diamètre, recette hein. en plus gros, mais exactement. Julie, c'est intéressant ça. Là, il y a une piste d'avenir. Sincèrement, oui. En plus, le concept plaît beaucoup. Ça s'appelle les apéritwists, hein, juste pour donner le nom de ce produit, donc avec le beurre lescure. Et vraiment, il y a une infinité possible, enfin infinie de recettes entre le salé et le sucré. Et ça plaît énormément parce qu'en plus, ces recettes aident les artisans à se démarquer et à innover. Il y a toujours ce doute en le savoir, entre guillemets, entre viennoiserie artisanale et des offres surgelées, entre guillemets. Et ces produits-là, justement, aident les artisans à s'inspirer et aussi à se démarquer de la concurrence, faire des produits innovants et montrer leur savoir-faire à leurs consommateurs. Et après, il y a aussi le rôle de la vente qui est important en boutique, de valoriser ces produits-là auprès des consommateurs, valoriser les produits, l'AOP du beurre qu'ils utilisent, etc. Ça, c'est un vrai rôle aussi de la vente.
Et c'est vrai qu'on voit des grandes gammes de produits. On a vu toutes les déclinaisons autour de tous les pains italiens. On a vu toutes les bruschettas. On a vu des tas de choses. C'est un peu des modes. On a l'impression qu'une mode chasse l'autre. Pour vous, c'est un produit qui peut marquer les 4, 5, 6 prochaines années? Oui, non, mais c'est un très beau produit. C'est-à-dire aussi Maxime et Nicolas font la R&D chez Elevir. Et la R&D, c'est quoi? C'est pour bousculer un peu les codes. Et donc là, ils sont vraiment dans leur action et c'est juste sympa, ça donne des idées. Et encore une fois, ils sont là pour bousculer les codes, pour déformer les cercles, et ça permet de propulser des nouvelles idées. Je trouve ça super sympa. Les nouvelles idées, elles sont sur des produits, on le voit, parfois fait sur des gammes courtes, voire très courtes. Que pensez-vous des magasins qui ne font, par exemple, que de la babka? Pourquoi on ne parle que de babka actuellement? Pourquoi aujourd'hui ça a l'air d'être un produit qui... voilà, j'ai vu même un magazine se lancer, Babka Magazine. Ça m'a beaucoup étonné quand même de voir que je ne connais pas Croissant Magazine, mais pourquoi pas? Pourquoi la babka est aujourd'hui tellement partagée, photographiée? C'est quoi? C'est ce côté un peu, oui, marbré, un petit peu, voilà. Expliquez-moi ce succès. Est-ce qu'il vous étonne ce succès ou finalement, non, peut-être pas, c'est un produit parmi d'autres? Vous en pensez quoi? Alors déjà, c'est un produit qui avait une histoire, qui a une histoire et qui était assez peu connu. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui l'a mis sur le devant de la scène. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, maintenant, font tache d'huile très très facilement. Et donc, c'est simple. En même temps, ça a un côté très gourmand. On va dire c'est simple, mais pour qu'elle soit très bonne, il faut quand même un petit peu de savoir-faire. Et donc, après, bon, bah, ça a fait un développement très rapidement. Mais je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. Oui, oui. Ouais. Et vous sentez pas un petit peu aussi, surtout les pâtissiers, esclaves des réseaux sociaux? Parce qu'on voit les gens aujourd'hui font énormément de photos. Clairement, j'en vois beaucoup qui se pompent les uns les autres par rapport au visuel des uns des autres. C'est quand même un peu moins vrai en cuisine quand même. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que totalement les réseaux sociaux parasitent l'image de notre métier à l'heure actuelle. Enfin, moi, j'ai des réseaux sociaux, je communique pas très bien parce que je suis pas un grand fan de ça, j'ai pas ce réflexe-là. Et je pense que, en fait, si on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est du temps en moins dans le labo. Donc, personnellement, enfin, moi, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment l'angle que je prends, en tout cas, dans mon métier. Alors, on est en train de parler du petit déj des chefs, vous allez pouvoir goûter tout ça. On insiste toujours sur la formation. L'Institut Paul Bocuse permet de faire des formations tout au long de la vie. On va parler bien sûr maintenant de la pâtisserie, mais pour terminer sur la boulangerie. Est-ce que l'on peut, si on a été formé, on a passé une formation initiale pendant très longtemps, on a envie de se remettre en cause pour apprendre des techniques? On n'a pas beaucoup parlé du pain au levain, mais c'est quand même des choses qui comptent. On a dit tout à l'heure... on a eu la chance, et Dominique le connaît très bien, un grand chef, Olivier Couvin, qui est donc chez Paul Bocuse. Et bien un jour, alors qu'il est mof, chef, il s'est amusé à faire du levain. Et il s'est formé au levain. Et il me dit, tu sais quoi, je ne vais pas devenir boulanger, mais je ne vais plus jamais cuisiner pareil, parce qu'il a touché un élément du vivant. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous comprenez qu'un chef qui a toute sa vie fait des plats mofs, il suffit qu'il touche un tout petit bout de votre métier et qu'il touche cet élément un peu bizarre, un peu symbolique, voire même un peu... Eh ben le gars, il cuisine plus pareil. Alors tout simplement parce que le levain, la pâte, c'est quand même quelque chose qui reste mystérieux. Je crois que le mot, il est là, c'est quelque chose, c'est des éléments simples, il y a quatre éléments pour fabriquer du pain, et à la fois simple, mais que cette pâte, que ce levain puisse prendre naissance, c'est toujours un peu curieux. Moi, ce que je dis toujours quand je fais des formations sur du pain au levain, parce qu'on m'appelle souvent dans les entreprises pour lancer des fabrications au levain, c'est que le levain, ça rend le boulanger intelligent. Parce qu'on est toujours obligé de réfléchir, parce qu'aujourd'hui, il est comme ça. Demain, il faudra alors ça s'appelle rafraîchir, ça veut dire nourrir son levain d'une certaine façon. Oui, parce qu'il faut quand même le rappeler. Voilà, c'est quelqu'un qui rafraîchit sur le vin. Alors, je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, mais si vous avez un levain, vous partez en vacances avec.
Vous partez. Non, mais c'est vrai, vous prenez. Oui, c'est pas possible de laisser le levain tout seul si la boulangerie est fermée. Oh, il y a quand même des techniques maintenant. On a quand même les frigos quand même qui y servent bien. Oui, mais il faut quand même rafraîchir, Ah sinon il n'y a plus rien dans le levain. Disons que le levain va vous rendre la passion que vous mettrez dans votre levain, il va vous le rendre par le produit. Ça se voit de suite. C'est presque du symbolique tout ça. Hein. Oui, mais c'est normal. Le pain, c'est pas simplement un élément simple. Pour le français, c'est la nourriture, mais c'est aussi une nourriture spirituelle. C'est tellement ancré dans nos gènes. C'est l'histoire de France. C'est l'évolution de nos traditions. Tout ça, c'est lié au pain. Merci en tout cas pour la passion que dont vous faites part. Alors maintenant, on va parler de pâtisserie parce qu'évidemment, la pâtisserie évolue. La pâtisserie est en complète révolution. Bien sûr, le championnat du monde de pâtisserie et ceux qui ont passé aussi le MOF pâtisserie, on voit qu'il y a là aussi des évolutions, des inflexions. Mais de manière globale, Julie, cette pâtisserie, elle va vers où? Vers de la technicité, vers de la gourmandise, vers des choses impossibles qu'on ne sait pas faire, qu'on fera demain. Elle va vers où, cette pâtisserie française? On a la chance d'avoir Nicolas Boussin à votre gauche, qui est quand même meilleur ouvrier de France pâtissier, mais je pense qu'elle va vers plus de simplicité, vers des goûts francs, plus du partage, et aussi, voilà, on revoit aussi des gestes traditionnels de pochage qui reviennent très à la mode, pour voir un peu, voilà, les gâteaux qu'avant qui étaient glacés, etc., avec beaucoup de décors. On revient, voilà, des choses où la crème est mise en avant, des beaux gestes, vraiment le geste de l'artisan. Et je pense que c'est vraiment faire ça, faire qu'on revient plus simplicité, du vrai, des vrais goûts et des gestes, le geste du pâtissier. Je me retourne vers vous. Cette pâtisserie française, elle va vers où? Vous avez en plus ce col bleu, blanc, rouge qui veut dire beaucoup de choses. Ce MOF, vous l'avez passé en 2000. Est-ce que les exercices, en tout cas, que ce soit pour un concours comme le championnat de France, bien sûr le MOF, n'en parlons pas, est-ce que vous avez l'impression, dans ces 20 ans, que les choses ont beaucoup évolué et elles vont vers quoi? Alors oui, les choses elles évoluent tout le temps et il y a toujours des affaires de mode, mais je m'aperçois qu'entre chaque mode, on revient toujours à la tradition. C'est-à-dire qu'on a besoin de se rassurer, il y a des modes qui amènent des choses très intéressantes, mais des excès aussi. Et souvent, entre les deux, on revient à la tradition, on revient à l'essentiel, on revient à la gourmandise. En ce moment, j'ai l'impression que cette période, elle est là. On va chercher beaucoup plus d'origine de produits, on va chercher des produits de qualité, comme disait Joël, avec ou des labels ou un sourcing beaucoup plus pointu. Et on le met beaucoup plus en avant aussi. Donc je trouve qu'en ce moment, on est sur des gâteaux qui sont très intéressants, qui sont plus gourmands. Et pour moi, il y aura sans doute une prochaine mode. Voilà. Et je sais pas. En ce moment, je trouve que tout ce qui est les pâtissiers d'hôtel amènent énormément de nouveautés, beaucoup de sophistication, des fois en amont au moins, même si c'est sur des produits simples. Et voilà, il y a une évolution des fois qui peut être technique, des fois qui peut être gustative, comme la babka, elle est moins technique, on va dire, mais ça se renouvelle en permanence. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est super, c'est que au fur et à mesure, à chaque fois, il y a toujours un renouvellement, il y a des jeunes qui arrivent, qui amènent des nouvelles façons de faire aussi, puisqu'ils s'imprègnent de ce que nous, on leur a appris, et puis ils arrivent à transformer les choses, et c'est super intéressant de voir cette évolution permanente. Enfin, moi ça me ravit, parce que ça fait vraiment... c'est notre passion, et de voir que tous les 3-4 ans, ou même tous les 2-3 ans, on voit des choses nouvelles arriver, on est obligé de se remettre en question à chaque fois, et c'est super. C'est super. Alors, là, j'aimerais avoir votre avis quand même sur ce sujet-là. Est-ce que le monde de la pâtisserie se divise en deux équipes? Je n'allais pas dire deux clans, ce serait ridicule. Eh ben, avec grand plaisir, installez-vous. Oui, bien sûr, je vous connais, installez-vous. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a le monde du pâtissier boutique et le monde du pâtissier dans le laboratoire au restaurant? Je vous raconte une anecdote. J'étais l'autre jour avec Max Martin, qui a reçu pour Goemio le prix du pâtissier de l'année il y a 2 ans. Et je lui ai dit, bah, tiens, sur une démo, fais-moi un dessert. Et il me dit, tu veux un dessert de restaurant ou tu veux un dessert boutique? Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Moi, j'aimerais comprendre. Déjà, la très grande différence, c'est l'instabilité. C'est-à-dire qu'un dessert de restaurant, c'est quelque chose qu'on consomme directement. Donc, on n'a pas ce principe de magasin de devoir tenir dans le temps. C'est de l'immédiat.
Et ça, souvent, ça accompagne un repas. Donc ça doit être en connexion avec aussi la cuisine du chef. La pâtisserie de boutique, c'est une pâtisserie de partage. La plupart du temps, on va venir le partager, ça va être consommé plus tard, en famille ou entre amis. Donc il y a ce côté-là qui est aussi moins de prise de risque, plus de classique, parce qu'on veut plaire à un maximum de personnes. Et la pâtisserie de restaurant, c'est plus le petit plaisir personnel. Moi j'aime bien ça, c'est une bonne idée. Donc il y a aussi des risques qui peuvent être pris de manière beaucoup plus facile parce que le client, c'est un plaisir égoïste parce qu'il se fait plaisir que à lui. Il pense pas aux autres. La pâtisserie boutique, on doit penser aux autres. Alors moi j'aimerais savoir, et puis je vais vous présenter dans quelques instants, prenez le micro, quelqu'un que vous connaissez bien et qui est mon voisin que j'adore, Philippe Rigolo, Ah ouais. qui pendant 10 ans a travaillé auprès d'Anne-Sophie Pic, qui Absolument. était donc dans le laboratoire pour faire les desserts pour Anne-Sophie Pic, qui a ouvert évidemment son établissement à Annecy. Et j'ai dit, mais finalement, est-ce que tu as fait le même métier quand tu travaillais à l'arrière de la cuisine d'Anne-Sophie Pic et quand maintenant tu as ton métier? Est-ce que c'est la même chose? Il m'a dit, peut-être sur les techniques, mais c'est pas la même chose. Ah non, c'est clair. Pour avoir fait et du magasin et du restaurant, c'est pas du tout la même façon de réfléchir. On se sert de nos bases. Pour moi, l'essence de la pâtisserie, c'est la boutique. Pour apprendre les bases, la tradition, personnellement, je trouve qu'on retrouve plus ces fondamentaux en boutique. Par contre, j'ai eu la chance de faire 3 ans de cuisine et en s'imprégnant d'autres techniques de la restauration, on a une autre façon de travailler et on va, comme on disait, c'est éphémère, donc on a moins de restrictions. On travaille pour une personne puisque c'est un dessert en général. Et voilà, c'est ce qui fait la grande différence. Hein. Et ça fait une grosse différence. Mais franchement, quand on a visité les deux mondes, comme Philippe, et franchement, on va beaucoup plus loin. Et dans les deux domaines, aussi bien quand on est en restauration que quand on est en magasin. Et ça, c'est très, très intéressant. Alors, je vous donne la parole, Monsieur Cassel. Je voulais prendre le micro. Merci en tout cas d'être avec nous. Je vous laisse vous présenter. Donc, moi, je m'appelle Steven. Je suis responsable de la marque Frédéric Cassel. Très bien. Ça fait 6 ans que je travaille là-bas. Et voilà. Et vous faites quoi? Parce que voilà, vous arrivez sur le plateau, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous faites? Et écoutez, moi, je suis touche à tout. Donc, responsable de production. Je fais aussi de la recherche et du développement. D'accord. Vous Donc, avez beaucoup parlé d'R&D depuis tout à l'heure. Hein. Ça a l'air d'être un sujet qui vous touche beaucoup. Je pense que c'est un petit peu le nouveau poste à la mode. Ça n'existait pas il y a quelques années. C'est quelque chose qui se démocratise beaucoup. Donc, voilà. Et donc, en R&D, c'est quoi? On travaille sur de nouvelles molécules, on travaille sur des blocages de température, on travaille sur des fermentations, on travaille sur quoi en R&D? On travaille un petit peu sur tout. On travaille sur les nouveaux produits. On est là pour rechercher des nouveautés, des nouvelles textures, des nouveaux gâteaux. Voilà. Et donc, une nouvelle texture pour du travail différent. Alors, je vous allez donner le micro à Maxime, je vous le donnerai dans quelques instants. On a l'impression que le restaurant est quand même extraordinaire. On a la chance en France d'avoir 170 000 restaurants. Peut-être certains viendront aux formations, évidemment, de l'Institut Paul Bocuse. Je commence à voir des restaurateurs qui disent « Tiens, je vais me former à la pâtisserie. Tiens, je vais faire mon pain maintenant. » Et on a l'impression que le restaurant a envie d'embrasser toutes ces techniques pour bien proposer autre chose aux clients. Est-ce que vous le comprenez, ça? C'est des grandes tendances aujourd'hui. Hein. Je pense pour attirer une clientèle qui est éduquée maintenant, qui aime les bonnes choses. Moi, tout à l'heure, j'aime beaucoup l'expression de Nicolas qui dit quand il est passé en cuisine, il a appris à assaisonner la pâtisserie. Et c'est quelque chose qui nous transmet au quotidien. Et je trouve que c'est une très belle valeur de goûter ce qu'on fait, de l'assaisonner, comme il dit, de rectifier les acidités, d'arrondir avec... Ça me plaît beaucoup ce que vous dites, parce que moi, je vois dans les cuisiniers qui ont l'âme de pâtissier, la recette écrite, je touche rien, c'est comme ça dans la recette, mais on n'est jamais dans le produit. D'où l'importance de toujours goûter, regoûter. Vous en pensez quoi? Pour avoir appris avec un meilleur ouvrier de France Cuisine, je peux vous dire que oui, il faut goûter. Et c'est surtout, moi c'est ce que je dis, c'est pas la même façon de travailler la cuisine. On va aller un peu en cuisine et la pâtisserie. Et la cuisine est plus instinctive. Et la pâtisserie, on a besoin de bases techniques quand même assez solides. Et quand on arrive à avoir les deux, c'est vraiment super intéressant. Moi, ça m'a beaucoup appris. Les 4 ans de cuisine que j'ai fait, puisque j'ai été cuisinier,
ça m'a vraiment fait réfléchir différemment, que ça soit une compotée de fruits, d'associer les ingrédients. C'est vraiment un raisonnement dans la tête qui est complètement différent et qui est super intéressant. Alors bien sûr, le beurre, la crème. Merci en tout cas, Elvire, d'être avec nous pour ce petit déj des chefs avec des produits qui sont des produits de travail, des produits techniques, mais aussi des produits gourmands. Et moi, je trouve formidable d'avoir les deux à la fois, presque au temps pour temps. Je reprends un élément, vous prenez bien. Ça, cet équilibre, pas devenir trop technique, pas faire que dans sa banque ou dans sa devanture des produits comme étant un exercice de style. Pour vous, j'ai l'impression que vous aimez bien avoir un pied des deux côtés. En fait, la technique, elle nous nourrit pour après trouver l'évolution. Je vais donner un exemple très bête, une anecdote. Il y a 2 ans, on a fait tout un stage avec Nicolas et Maxime, où ils nous ont montré leurs nouvelles techniques, etc. Et ça m'a nourri. Et l'année dernière, j'ai sorti une galette des rois avec une base de démarrage qui venait de Nicolas et que j'ai mis à ma manière, à ma sauce. Mais voilà, en fait, c'est ce côté technique qui nous a apporté. On n'a peut-être pas fait exactement la même chose, mais ça nous a nourri à faire évoluer notre métier et faire évoluer aussi les techniques que j'ai montrées au tourier. Donc voilà, on se nourrit. C'est cette transmission en fait qui permet de se nourrir les uns aux autres. Et après, je leur ai fait aussi goûter la galette que j'ai réalisée avec leur technique. Et voilà, donc en fait, on a un retour et des échanges. Et c'est notre métier, c'est ça. C'est notre métier, c'est que des échanges, des transmissions et des évolutions et des nouvelles méthodes. Donc la technique est au service de notre imaginaire pour après rendre quelque chose de gourmand. Et enfin, l'un ne va pas sans l'autre, pour moi en tout cas. Alors, on va faire un petit tour justement sur les grandes présentations. Chaque année, ça a été il y a quelques jours, la présentation des grandes bûches de Noël. Eh oui, chaque année, vous avez droit, hein, fin août, début septembre, les grandes bûches de Noël. Alors, Pierre Hermé l'a fait il y a quelques jours. Je sais que Cédric Grolet, ça a été un grand renfort médiatique l'autre jour. Les galettes des rois, c'est pareil. C'est à peu près 1 mois en boutique. Bientôt, on a les galettes des rois à Noël. Et puis bientôt, les bûches de Noël, on va les avoir au mois d'août. Quel est l'intérêt pour vous d'avoir ces passages obligés? Est-ce que quand arrive l'ère de la galette ou l'ère de la bûche, vous vous dites « Oh là là, je vais devoir encore me taper ça ». Est-ce que c'est encore un intérêt pour vous d'aller faire évoluer ces produits qui sont très demandés, très populaires? Est-ce que ça vous amuse encore ou vous vous dites « Oh là là, ça, ce truc, oui, bon, il faut le faire parce que les clients viennent, mais c'est pour vous un peu dur, quoi. C'est un moment où vous vous dites vite que ça passe pour aller sur autre chose ». Alors non, c'est pas vite que ça passe, mais c'est clair que nous, on a chaque année... alors c'est encore plus tôt que ça, puisque nous, on doit être prêts longtemps à l'avance pour pouvoir proposer nos nouvelles recettes. Donc on est plus dans le premier semestre à préparer nos recettes. Et ouais, c'est un challenge, c'est une forme de pression, parce qu'on a une feuille blanche, on essaye d'innover. Comme disait Joël tout à l'heure, nous, notre boulot, c'est d'essayer de trouver des petits trucs qui vont pouvoir intéresser les gens qui sont installés. On essaye de rester rationnel et de penser toujours à la production, parce que le but, c'est pas faire une pièce bijou qui soit pas répétable en magasin. Et franchement, on le prend plus comme un challenge et un jeu avec Max, parce qu'on bosse... c'est vraiment un travail d'équipe, tout ce qu'on fait à la Maison de l'Excellence. Et d'abord, on regroupe les idées et les envies de tout le monde, de tous les pâtissiers, apprentis, tout, puisqu'on a un apprenti. Et voilà, et petit à petit, les idées commencent à se former, etc. Et puis à un moment, on décide de prendre une voie et on commence les essais. Mais je veux dire, c'est une bonne pression. Mais c'est vrai que c'est un challenge chaque année, parce qu'on est beaucoup à faire des bûches, on est beaucoup à faire des galettes, et il faut arriver à trouver, je dirais, un équilibre entre l'originalité, la production, être rationnel. Donc quand quelqu'un reprend une partie de ce qu'on fait, comme Cyril la dernière fois, nous on est super contents, vraiment. Alors bien sûr, on en a parlé un tout petit peu, ce sera donc la dernière partie. Le petit-déj arrive au brunch. Le brunch arrive au déjeuner. Est-ce que l'offre de snacking n'est pas ce qui va préfigurer demain l'évolution de vos métiers respectifs? L'offre de la boulangerie,
l'offre de la pâtisserie. Bien sûr, le click and collect a aussi mis une pression sur vos boutiques parce que maintenant, beaucoup de chefs et de restaurateurs, et je vous rappelle que c'est quand même pour la première fois une des thématiques du Bocuse d'Or, où effectivement les candidats vont devoir travailler dans du boitage des offres du midi. Voilà. Est-ce que là, il n'y a pas aussi des choses à réinventer, car je passe à la boulange, je m'achète mon truc pour midi, et puis bon, ben, quelque part, c'est toujours un peu la même chose. Là, il y a besoin d'un courant d'air, d'un vent frais. On l'a vu là, sur le twist, mais il y a peut-être quelque chose de fort qui est en train d'arriver. Alors en snacking, oui, il y a encore de quoi faire. Faut savoir, sur certaines boutiques, le snacking représente jusqu'à 60% du chiffre. C'est pas rien. C'est-à-dire que l'offre du midi est au moins presque plus importante que le C'est au moins petit-déj. 40% actuellement. Le snacking, bien sûr, il y a des effets aussi, l'effet de mode. On essaie aussi de travailler des produits. Moi, je vois sur ma partie snacking, j'essaye de travailler sur ce que demande le consommateur, c'est-à-dire des produits qui sont composés à 20% de matière animale et 80% végétale, qui soient quand même assez équilibrés. On n'est plus dans le rosette, voilà. Même si ça se vend encore. Même si le jambon beurre, ça me plaît quand même. Et surtout avec un bon beurre de nos amis d'Elévire. En sandwicherie, c'est la meilleure vente. Ouais. Nous, en tant que boulanger, ça nous permet aussi de vendre notre pain, parce qu'on a quand même perdu en consommation de pain. Et ça permet de donner un nouvel élan aussi à l'entreprise, de la faire connaître. Mais c'est vrai qu'un bon jambon beurre, ça fait rêver tout le monde. Pour les pâtissiers, même chose. Est-ce qu'il y a une place à prendre dans ce sujet-là? Est-ce qu'effectivement, le pâtissier... Alors, je prends une des belles maisons... évidemment, on parlait du pâté croûte. Je connais des pâtissiers qui ne font que du sucre. Et il y a un seul produit salé, c'est du pâté croûte. Là, vous nous faites rigoler parce qu'en vérité, on a fait un pâté en croûte sur le stand. On s'est mis au pâté en croûte. Donc, j'ai été voir un meilleur ouvrier de France charcutier qui m'a appris surtout la cuisson. Et moi, le snacking, je pense que... D'abord, je trouve que... il y a 10 000 choses à faire. Franchement, une innovation, je trouve que c'est super intéressant. Surtout, c'est vrai qu'avec nos produits, crème, beurre, cream cheese, on arrive à faire des choses superbes. Et le pâté en croûte, on l'a fait. On l'a accompagné même avec une petite crème acidulée, avec des herbes et puis des capres, des choses comme ça. Je pense on peut aller prendre un petit peu partout pour le snacking. Et on peut faire des choses super. On peut aller voir aussi, je trouve qu'il y a l'étranger, tout ce qui est street food à l'étranger. On a vraiment plein de choses à prendre, à adapter. Et c'est ça qui fait vivre et aussi bien la pâtisserie, la boulangerie, la cuisine française. C'est aussi d'aller voir à l'extérieur, de refaire des choses différentes, de les mettre à notre sauce, si je puis dire. Et ouais, moi j'y crois beaucoup au snacking, aussi bien sucré que salé. Maxime, j'aimerais avoir votre avis à nos deux jeunes. C'est vrai que quand on va dans le nord de l'Europe, l'offre de snacking dans une ville comme Copenhague, qui est pourtant une des villes très étoilées et qui pourtant permet une offre de la rue absolument incroyable, est-ce que le fait d'avoir de véritables compositions que l'on mange avec les doigts, sucrées ou salées, n'est pas ce qui préfigure aussi l'alimentation de demain? C'est vrai que le snacking... Depuis quelques temps, est très à la mode. Il est demandé dans les concours. Il y a une réelle évolution là-dessus. Je pense que dans encore 5-6 ans, on va avoir ça va faire partie vraiment des classiques qu'on peut retrouver en pâtisserie, que ce soit comme la confiserie, la glacerie. Ce sera un vrai secteur à part entière qui est amené vraiment à évoluer et à se sublimer dans le temps. Et on le voit là sur la table. Il a très bien évolué, c'est travaillé avec du sucre, un mélange sucré-salé. Il y a de très belles possibilités. C'est quand même intéressant parce que c'est Julie qui nous a trouvé l'idée avec Dominique du petit déjeuner des chefs. Et je vois que tous vous lorgnez sur le temps du déjeuner en disant que c'est le temps du déjeuner qui va vous faire évoluer dans votre offre du matin jusqu'au déjeuner. C'est vraiment ce que je ressens très fort. Oui, parce que bon... on essaie aussi d'avoir toujours du monde dans les boutiques et on essaye de trouver aussi des produits qui vont faire évoluer la consommation dans la journée, augmenter aussi le panier moyen.
Bon, moi, je parle en tant que chef d'entreprise. Hein. Et d'être vraiment dans notre métier de gourmandise. Et voilà, quoi. Et donc, alors, du coup, tant qu'on y est, dans toutes vos maisons, le matin, c'est formidable. À midi, il y a de la vie. Mais c'est vrai qu'on a vu les fournées du soir, les gens qui rentrent du travail. Qu'est-ce qu'on propose à ces gens qui passent chez vous dans vos boutiques 17, 18, 19 heures? Parfois, on a des invendus. Parfois, on a un peu des rayonnages qui sont un peu à moitié. Est-ce qu'on peut être capable, là aussi, de se réinventer et d'amener pour nos clients quelque chose qui aurait, pourquoi pas le matin, qui aurait que le soir? Alors déjà, l'évolution qu'il y a eu dans la boulangerie-pâtisserie, c'est d'avoir déjà du pain chaud l'après-midi jusqu'à 19h. Hein. Moi, la dernière fournée, c'est 19h. Déjà, ça, c'était un grand changement dans nos professions, parce que c'est une question d'organisation aussi. Ensuite, par rapport aux invendus, parce que bon, c'est vrai qu'on cuit jusqu'à tard, il y a des invendus, mais les mentalités ont changé. Je vois, moi, par exemple, j'ai des sandwichs avec les tourtes qu'on a fait la veille, qu'on réutilise dans les sandwichs le lendemain, qu'on a fait griller. On a des pains nordiques qu'on va retrancher dans la longueur, qu'on va confectionner On est vraiment dans une ère où on est dans l'anti-gaspillage, on est vraiment dans quelque chose de service du client, et il est prêt aussi à le comprendre. On va terminer donc avec le soir. Quelle proposition vous pourriez faire pour des gens qui viennent à 18h? Alors évidemment, le gâteau que l'on va amener parce qu'on est invité, mais est-ce qu'on ne peut pas aller sur peut-être des choses de partage, qu'on peut partager à la maison? Peut-être pas une pâtisserie fine et sophistiquée, peut-être simplement des très jolies tartes qu'on a envie, salées ou sucrées, de partager en famille, et pas forcément qu'à offrir aux autres, à s'offrir à soi-même. Est-ce que ce n'est pas aussi une des tendances que vous pourriez développer? En fait, nous, on a développé la pâtisserie de l'après-midi. C'est-à-dire que j'ai des produits qui ne sont pas là le matin et qui arrivent seulement à 14h, donc après le flux du service. Alors lesquels, pour expliquer? On a une tarte qui est une tarte citron pour 2 personnes et demie. Donc c'est aussi s'adapter à la clientèle parisienne qui en moyenne soit des couples, soit un couple avec un enfant. Il y a rarement beaucoup... Ils sont rarement beaucoup à la maison, donc on a développé une offre qui est assez peu chère, entre guillemets, pour se faire le plaisir du soir. On a la même chose avec notre flan, où on a une fournée l'après-midi qui arrive, et on avait le millefeuille qui n'arrivait que l'après-midi, pour une point de vue de fraîcheur, parce qu'on avait constaté que... C'est mon dessert préféré, alors voilà. Voilà. Moi, j'aime pas le millefeuille quand il a plus de 6 heures. C'est quoi? 6 heures de frigo. La DLC d'un millefeuille réel, c'est 4 heures, c'est ça? Pour le manger parfait. C'est immédiat. C'est immédiat, voilà, c'est ça. Donc, bon. comme on peut pas, on n'est pas en restaurant. Donc, en fait, à partir de 14h, on envoyait seulement les millefeuilles à partir de 14h pour avoir cette offre-là de l'après-midi et du soir éventuellement. Parce que si on avait constaté quelqu'un qui venait prendre un millefeuille à 8h et qu'il le consommait à 19h, peut-être que l'expérience client n'était pas top. Donc, voilà. Eh bien écoutez, c'est sur ce mot de la fin qu'on va se quitter. Merci beaucoup à vous tous. J'aimerais qu'on vous applaudisse très fort, s'il vous plaît, l'ensemble de nos pâtissiers et boulangers. Merci Nicolas, merci Cyril, merci Joël, merci Maxime, merci beaucoup Steve. On va faire une petite photo tous ensemble avant de se quitter. Et puis bien sûr, vous avez assisté à la conférence, donc vous allez pouvoir goûter ces créations. J'aimerais remercier une nouvelle fois Julie d'Elévire et toute la team Elévire professionnelle. On va voir évidemment autour de la pâtisserie, mais je sais que vous travaillez beaucoup avec notamment l'Institut. Voilà. Et donc, dans une heure, nous allons parler de la e-communication, comment booster la communication de vos établissements. C'est un moment à ne pas manquer. Allez, on fait la photo et vous allez pouvoir goûter.